Agnès Secarelli et le colonel Vallier vont échanger sur les nouvelles modalités de travail, les nouvelles pratiques managériales qui ont été induites par la crise du Covid, bien sûr les dimensions télétravail et management à distance qui nous viennent immédiatement à l'esprit, mais de façon plus précise l'impact que ça peut avoir sur la motivation des équipes, le maintien du lien. Et puis une question importante qui va devenir de plus en plus d'actualité, qui est la question de la bonne gestion du retour post-Covid. Donc c'est ces thématiques-là que nous ambitionnons d'aborder et de débattre ensemble ce soir. Il s'agissait d'ancrer en fait le sujet par rapport à cette crise sanitaire si elle a connu des précédents du point de vue épidémique, elle est quand même très nouvelle, très disruptive sur les façons de fonctionner. Et je crois quand même qu'on peut souligner, sauf si vous me contredisez, vous avez tout à fait le droit, que de mémoire d'homme, en tout cas de ma génération, c'est quand même la première fois qu'on s'est retrouvé dans une situation extrême qui a amené à un confinement généralisé. Et ça, c'est je crois le point de départ de notre thématique de ce soir. Parce que ce confinement, il nous a finalement enfermés, les uns les autres, cloisonnés, et ça a impacté des nouveaux modes de fonctionnement. Parce que le confinement ne voulait pas dire arrêt du travail, mais si ça a voulu dire arrêt du travail, ça a aussi voulu dire trouver de nouvelles façons de continuer de travailler. En professionnel du risque, et particulièrement spécialiste du risque technologique et biologique, on sait que dans le cadre d'une épidémie, le confinement est une mesure qui a été utilisée, y compris au Moyen-Âge, lorsque l'ensemble de la population était submergée par un virus. Maintenant, ce qu'il faut avoir, c'est que on parlait pas de pandémie parce qu'on n'avait pas une vision finalement globale des choses déjà dans un premier temps, que les échanges étaient quand même relativement plus lents par les modes de transport existants au Moyen-Âge. Il y avait beaucoup plus de cloisonnement de nos sociétés, et je pense que c'est en cela que la crise est nouvelle. C'est l'accélération de la diffusion virale. Pour premier point qui est intéressant d'enseignement de cette crise, c'est la préparation au risque, si vous voulez, et l'acculturation de nos sociétés. Nous ne sommes pas une société, certes, nous sommes en paix depuis des années, mais nous ne sommes pas une société qui pouvons nous exonérer d'une crise nationale, voire mondiale, qui ne nous mettrait pas à l'abri, effectivement, de pouvoir disrupter sur nos modes d'approche, sur nos modes d'organisation et sur nos modes de management. Forcément. Parler de management, ça questionne comment cette crise, elle a impacté les nouveaux modes de management. Et pour ce faire, j'ai envie de revenir un petit peu aux fondamentaux du management et de se poser la question de ce qu'est le management. Et puis, si on a envie de le faire court, bref, concis et précis, le management, il se déroule en un triptyque. Il y a 3 éléments. Manager, c'est diriger. Ça veut dire, finalement, fixer des objectifs, fixer un cap. Et là, on voit que la crise, elle impacte déjà cette première fonction, cette première modalité du management qui est diriger. C'est vraiment vraiment à l'encontre de diriger que vient se poser la crise. Et puis, le management, c'est aussi finalement quoi? C'est animer. Ça veut dire motiver des équipes, mais des équipes qui sont plus là, comment on les motive? Parce que ça questionne justement, là encore, les modalités de motivation. Donc, on a dirigé, on a animé, et on a un 3e élément du triptyque qui est contrôlé. Contrôlé, ne voulant pas forcément dire coercitif. Il n'y a pas forcément derrière une connotation négative. Contrôle peut être très positif, puisqu'il peut être sanctionné positivement par de multiples outils qui valorisent l'individu. Mais qui dit diriger, dit à un moment donné contrôler. Contrôler ne serait-ce que la direction que l'on prend, est-ce que c'est la bonne ou pas? Donc quand on remet à plat le triptyque, on se dit que cette crise, finalement, elle démolit tous les acquis qu'on a pu avoir sur ce qu'était le management. Et en fait, en très peu de temps, diriger, animer, contrôler va devoir se transformer. Mais la transformation, elle vient pas de ce que doit être le management. Elle vient des outils qu'on va mettre en place pour pouvoir continuer de diriger, de contrôler et d'animer. Quand on parle de management, il y a quelques années, on se plaisait à dire que chacun aimait
utiliser et employer le terme management. Mais dans tous les services, que ce soit technique, je manage ma machine, je manage mon tableau de comptabilité, etc. Mais en fait, non, le management, et vous le dites à juste titre, quand il y a l'animation, moi je parle de coordination aussi en tant que tel. Effectivement, le contrôle, ou les objectifs en termes de direction, ça suppose de définir des tâches. Ça suppose aussi de travailler un peu plus par objectif, avec des objectifs atteignables. Ça suppose également, finalement, de ne pas oublier que on manage des femmes et des hommes, donc il y a le lien humain derrière, et qu'un management sans lien humain, ça revient à avoir des machines qui fonctionnent en machine en tant que telles. Et deuxièmement, ça pose réellement la question de la capacité des encadrements à continuer d'exercer leurs tâches d'encadrement. Et finalement, comment on fait face à ça? Il y a pas de bonne ou de mauvaise recette, je suis tenté de dire. Là, il y a des entreprises qui ont su se préparer, et puis il y en a d'autres qui ont été obligées d'accélérer, et ça a été le cas du SDIS de la Moselle, d'accélérer leur modernisation pour pouvoir essayer de se retrouver effectivement à un niveau qui nous permette de continuer à manager avec un socle technique relativement bon, et puis avec un encadrement ou un management des encadrements intermédiaires pour que les choses puissent redescendre. Nous sommes une structure très pyramidale, nous ne sommes pas une structure protéiforme dans le mode de fonctionnement culturel. Nous n'avons pas fait encore de mue dans ce cadre-là. Et donc, inéluctablement, il a fallu s'assurer du socle technique, s'assurer de la capacité, de la préparation mentale des uns et des autres à se retrouver physiquement éloignés. Nous avons souhaité, nous, positionner dans notre approche le lien humain, partant du principe que le management, c'était le management des femmes et des hommes, le lien humain au centre de toute la réflexion. Et je dis pas qu'on a réussi, parce que la brutalité du confinement, telle qu'elle a été ressentie, pas telle qu'elle est arrivée, moi je considère que, encore une fois, on avait de l'anticipation nécessaire pour les dirigeants qui ont su, avec leurs équipes, avoir une analyse fine de ce qui allait se passer. Mais globalement, un certain nombre de personnels l'ont ressenti brutalement parce que, effectivement, ils n'étaient pas culturés ça. Alors, est-ce que c'est le changement qui a été brutal? Je suis tenté de le dire. C'est les modes de fonctionnement qui ont été brutaux. Et après, une faiblesse de nos encadrements à travailler d'un seul coup différemment. J'ai quand même une question. Ça m'interpelle ce que vous dites. Vous dites des personnes, et c'est très légitime, l'ont vécu de manière brutale. Mais en réalité, on pourrait aussi dire dans quelle mesure le management n'a pas réussi justement à faire face à cette perception négative des personnes. Ou autrement reformulé, pour le faire plus court, quelles ont été les limites de votre management pour que ce soit vécu à certains moments comme ça? Alors quand je dis vous, c'est bien sûr pas nominatif. Et puis ça concernerait plein d'autres organisations. Mais qu'est-ce qui a pu faire qu'à un moment donné, il y a cette souffrance qui arrive? Je pense que en termes d'analyse, alors déjà petit 1, c'est que nous avons une des choses que moi en tant que dirigeant j'identifie clairement. J'ai coutume et j'ai été amené à le dire récemment. Au niveau des sapeurs-pompiers de la Moselle, tout ce que nous avions prévu est arrivé dans les temps. C'est-à-dire que nous avons suivi l'événement et les trajectoires suivies par l'événement ainsi que l'impact sur la structure et l'impact sur la société pour notre activité de secours a été conforme à ce qui avait été prédit. Pourquoi? Parce que nous restons des professionnels de la crise et nous avons su nous structurer et suivre ça de manière à anticiper. Et nous avons pris plus de 270 à peu près décisions structurelles pour pouvoir modifier notre fusil d'épaule sur notre activité. Donc globalement, qu'est-ce qui fait que on a eu, pour répondre à votre question, des difficultés ressenties de la sorte? Ce que nous identifions très clairement, c'est petit 1, la puissance aujourd'hui de la communication à peu près effectuée par le tout venant. Notamment le désastre dans ces situations-là, des mal-informations
je dis bien les mal pour dire mauvaise information, mais mal-information, sciemment ou pas sciemment, peu importe, mais accessible à tous par l'intermédiaire des réseaux sociaux, repris en boucle par les médias, et un écart de communication, dans le fond, entre ce que nous faisions passer comme information et ce que faisaient passer les chaînes d'information continue et les réseaux sociaux. La non-concordance entre vos informations et les informations négatives qui ont donné l'impression d'un vide informationnel. Exactement. Être franc, être transparent et avoir finalement, et conduire les personnes et les manager en toute sécurité. Vous avez eu un allongement des plages horaires et donc une intrusion complète du travail dans la vie privée au point tel que on déstructure tout le lien collectif et le lien social et les règles, encore une fois, de normation du collectif dans l'entreprise. Aujourd'hui, somme toute, sur les approches de ressources humaines, en tant que dirigeant, s'il y avait il y a quelque temps la génération Y qui était en quête de sens, aujourd'hui on a une génération Z qui est en quête d'engagement. Et d'engagement au sens où ils sont prêts à se mobiliser pour une cause déterminée et pendant un temps plus ou moins long par rapport à la cause qu'ils défendent. On va vers un management hybride. Et de quoi est-ce qu'il va être fait et comment il doit être fait, c'est la question. Et on va être face aussi à des points saillants qui seront l'intergénérationnel, vous l'avez abordé, et l'intergénérationnel, il va faire que on aura encore plus de difficultés entre les différences de génération à manager les personnes parce qu'on induit une nouvelle notion avec ces nouveaux modes qui utilisent les outils, le technostress. Donc voilà, ce management de demain, il soulève encore plein de défis. Honnêtement, personne ici n'a les réponses. En tout cas, si quelqu'un les a, c'est une imposture, parce que c'est en vivant ce changement qu'on va encore apprendre. Tout est encore à faire. Oui, oui. Inversion des tendances intellectuelles. De la même manière, depuis que nous sommes tout petits, nous travaillons dans des schémas de pensée dits déductifs. Nous voulons aller du point A au point B. Comment je trace le chemin pour aller au point B? Plutôt que d'aller du point A au point B et de tracer un chemin, travaillons de façon inductive. Je suis au point A, je sais que j'irai au point B, mais j'y vais par rapport à un potentiel que j'ai là maintenant et je fais des petits bonds pour arriver à un moment vers le point B. L'intelligence collective. Et qui dit finalement c'est vers ça qu'on va devoir aller. Et oui, maintenant ce sera le comment. On se retrouve dans deux cadres identiques, certes séparés. Donc la question c'est comment j'invente le pont entre ces deux cadres-là. Parce que globalement aujourd'hui, il est quand même assez surprenant 1 an après la crise que lorsque vous décidez d'élaborer un travail collectif de personnes que vous ne connaissez pas ni d'Ève ni d'Adam, je vais prendre le cas d'un hackathon par exemple. Un hackathon, c'est un challenge sur des petites équipes qui se connaissent pas forcément d'ailleurs, qui sont composées avec des gens qui s'inscrivent sur une thématique particulière, 48 heures, qui seront animées éventuellement en virtuel, donc à distance, et puis qui vous créent un projet en 48 heures. C'est des gens qui se connaissaient pas 48 heures avant. La question que ça pose, c'est finalement, une fois que tout le monde, dans le cas de cette crise, est à distance, en fait, rien n'empêchait de commencer à préparer. Ça ne résout pas le vecteur, encore une fois, entre le client et le fournisseur. Mais les liens pouvaient s'établir et les référentiels étaient les mêmes, puisque tout le monde était finalement à distance. C'est la créativité qui génère la réadaptation à un système qui a complètement volé en éclats par rapport à nos principes. C'est pas une question de produit, en fait. C'est une question de cadre. Et pourquoi le problème, c'est pas de vendre du cristal, c'est comment on peut continuer à vendre du cristal comme d'être restaurateur. En soi, c'est pas un frein. Ça a été de ceux qui ont réussi à contourner avec les contraintes. C'est-à-dire qu'il y a des restaurateurs qui ont continué de fonctionner et de faire quasi autant de couverts que hors confinement. J'en connais. Je les citerai pas. Et donc, pourquoi ne pas imaginer des nouvelles modalités? Il n'y a pas de salon.
Ok, mais moi, je veux organiser mon salon virtuel moi-même. Je veux organiser un catalogue en ligne et je vais chercher le client et je l'invite. Et en fait, pourquoi on raisonne pas de manière inversée? Et en fait, sortir du cadre, ça demande de tout casser, tout péter et de repenser les choses comme si rien n'avait existé avant. C'est pas si compliqué. Ça demande juste de la créativité et ça demande d'oser. Là où il faut relativiser, c'est qu'on était sur une période de 6 mois. Un changement, il ne peut pas se réaliser en 6 mois. Et ça, on l'a perdu de vue aussi. Nous, les humains de ce monde digital où instantanément, sur un cliquement de doigt, de clic-collect, tout se passe à l'instant T, le changement ne se fait pas de manière précipitée. Et là, on a un auteur qui s'appelle Rosa, qui est un Allemand, qui est un philosophe, et qui explique que le temps, en fait, c'est un temps qui est long. Et on est dans une société où le temps, il est raccourci. Et ça fausse absolument nos jugements. C'est là qu'on se trompe, en fait. C'est qu'on confond les différents types de temps. Et une réflexion et faire face à une crise, ça prend du temps. Et quand les gens parlaient du monde d'après, je trouvais ça très respectable, très beau, très chouette. Je me disais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Il peut pas y avoir un monde d'après sur une passation de moins de 3 mois. Ce soir, on n'est pas là, en fait, en donneur de leçons. En fait, ce sont des préconisations et on est tous conscients de la difficulté qui est celle de passer de cette transition vers le changement. Mais en fait, il faut oser. Donc encore un grand merci à tous et excellente soirée à tous.